Salut à tous, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle La Grande Garderie. C'est un livre aux éditions Albin Michel et je remercie les éditions de me l'avoir envoyé. L'auteur, c'est Lisa Kamen-Hirsig et c'est une professeure des écoles en primaire. Et donc, elle nous écrit un livre critique sur l'éducation nationale française. Alors, c'est un livre très intéressant qui nous parle de plusieurs sujets. Le livre est assez vaste, c'est un essai, et je l'ai dit, c'est un essai critique en fait sur l'éducation nationale française telle qu'elle est organisée et telle qu'elle dispense du savoir entre guillemets, parce que à la lecture de ce livre, eh bien, on s'en rend compte, l'éducation nationale ne transmet plus beaucoup de savoir et plutôt des compétences et du pseudo-savoir et des pseudo-sciences. Il fut un temps où enseigner consistait à instruire ses élèves, c'est-à-dire à leur transmettre des connaissances. Bien sûr, de nombreux professeurs ont encore à cœur de remplir cette mission. Mais ils se trouvent alors en confrontation avec l'institution qui les emploie, car ils sont priés d'éduquer les élèves dans la perspective de les conformer au type de société qu'elle promeut, non de les rendre libres par le savoir. Alors, de quoi parle ce livre? Au début du livre, l'auteur nous fait une critique en fait des nouvelles technologies apportées à l'école. C'est-à-dire qu'on met vraiment beaucoup l'accent sur les nouvelles technologies, beaucoup l'accent sur Internet. Et finalement, en fait, on fait avec cette imposition de la technologie à l'école très tôt, et bien finalement, on perd beaucoup de temps en fait à ne pas justement faire passer des connaissances, à ne pas transmettre de connaissances, et on transmet beaucoup de compétences informatiques qui en plus évoluent très vite et seront dépassées d'ici à ce que les enfants sortent de l'école. Elle nous parle également des nouvelles idéologies, des nouvelles religions en fait qui ont investi l'école. Elle nous dit à juste titre qu'en France, nous sommes très fiers d'avoir éloigné les religions monothéistes de l'école, mais finalement, nous avons d'autres religions qui se développent au sein de l'école et nous n'y faisons pas très attention. On a extirpé la religion de l'école. On se gargarise de laïcité à la française depuis plus de 100 ans. Mais on idolâtre les gourous de la PNL, du quotient émotionnel, de l'hypnose, du reiki, jusqu'à dans les salles de classe. Sous des dénominations scientifiques se cachent des pratiques fondées sur des résultats largement contestés aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui a trait au développement personnel qui a commencé par investir les entreprises et qui finalement finissent par investir les écoles. Il faut être heureux, il faut être dans un bonheur parfait, il faut s'automasser, il faut faire de la sophrologie, il faut faire du magnétisme, de la méditation, etc. Toutes ces choses-là sont peut-être bien, j'ai pas forcément un jugement dessus, même si c'est pas très scientifique quand même. Ces choses-là n'ont rien à faire à l'école en fait. Parce que, comme le dit l'auteur, on est heureux de ce qu'on acquiert de la connaissance. On n'a pas besoin d'être là tout de suite heureux pour acquérir des connaissances. Évidemment, il faut quand même un confort minimal pour pouvoir apprendre. Et encore, c'est pas sûr, mais en tout cas, on devient heureux de ce qu'on arrive à appréhender le monde, de ce qu'on arrive à comprendre des choses, de ce qu'on arrive à réaliser des exercices difficiles. C'est ça qui nous rend heureux. C'est de gagner en fait en connaissance, de gagner en savoir et d'aller à l'école, tout simplement pour grandir au niveau de l'instruction. Et finalement, au lieu de cela, dans les écoles, on refile beaucoup d'idéologies. L'écologisme à l'assaut de l'école. Être dans le vent est une ambition de feuille morte, pour reprendre Gustave Thibon. Il semblerait pourtant qu'un grand nombre de nos professionnels de l'éducation n'aient plus d'autre ambition que d'emplir les petits cerveaux de toutes sortes de croyances contemporaines. Parmi elles, la foi en l'écologie est peut-être la plus présente et la plus difficile à critiquer. Je n'ai pas l'intention de contredire les conclusions des scientifiques sur le climat ou la pollution, je n'en ai ni les moyens, ni l'envie. Je me contenterai de critiquer l'omniprésence du discours écologiste à l'école, le fait qu'il supplante l'enseignement de disciplines utiles et nécessaires aux apprentissages ultérieurs des élèves et ses effets psychologiques dévastateurs sur nos enfants. L'immense majorité des jeunes gens se destinant à une carrière d'enseignant disent être motivés par la transmission des savoirs. Les pauvres ne se doutent pas une seconde que l'institution mettra tout en œuvre pour qu'ils abandonnent cette noble et légitime ambition. Elle leur serinera d'abord que la pédagogie transmissive limite le développement des élèves et nuit à leur plein épanouissement. Et comme il faut bien transmettre quelque chose, comme il faut bien occuper les heures passées devant les élèves, elle s'emploiera à les transformer en éco-anxieux. Rien n'est plus urgent que sauver la planète.
Sinon nous allons tous mourir liquéfiés, ou gazifiés, ou consumés, au choix. Vous avez entre vos mains de jeunes enfants. Ils sont nos sauveurs à condition que vous les rendiez conscients des enjeux. Alors Greta Thunbergisez-les, vite! Il ne faut pas appliquer de l'autorité parce que l'autorité c'est méchant, c'est pas bien, ça fait mal, aïe aïe aïe. Et puis il y a d'autres idéologies peut-être un peu plus dangereuses comme les théories du genre, comme l'écologisme, comme voyez toutes ces choses-là où on n'apprend plus en fait sur ces sujets-là aux enfants à penser, on leur explique quoi penser. Et ça s'appelle de la propagande, pas de l'instruction, pas de l'éducation et pas de la transmission de savoir et de connaissances. L'obsession pour l'épanouissement personnel et la réalisation de soi, qui était autrefois cantonnée dans les entreprises, a aujourd'hui saisi l'école. Il suffit de taper bienveillance ou empathie à l'école sur Internet pour découvrir des enseignants extatiques parlant de révolution pédagogique. Vous pourrez voir une enseignante demander à ses élèves lors de l'accueil du matin « Tu veux quoi? Un tchèque? Alors tchèque, mon grand. Et toi? Un câlin? Oh, serre-moi dans tes bras. » Une autre dira « On fait de l'empathie » pour qualifier ces séances de méditation, ces questionnaires baromètre des émotions, la version couleur des émotions existe aussi, le rituel de la balle masseuse qui permet à chaque élève de masser le copain. Tout ce petit monde n'a plus aucun recul et considère qu'il n'y a rien de pire que d'être dans la réussite ou la compète. On préfère se regarder le nombril, quitte à ne rien apprendre. Le prof est mort. Vive le coach en éducation. L'école de la République se targue de développer l'esprit critique des élèves, de les protéger des dérives sectaires, mais elle promeut en son sein des pratiques irrationnelles et chronophages. Ces courants hermétiques s'appuient sur l'effet Barnum, en référence au talent de manipulateur de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum. Nous sommes tous enclins à accepter une description de notre personnalité si elle est suffisamment vague et flatteuse. Nous écoutons volontiers les gourous qui pointent chez nous des qualités, une puissance, des prédispositions, des talents, car ils nous valorisent. Parlez-moi de moi et je serai à vous. Les charlatans du développement personnel le savent bien. Toute honte bue, ils n'hésitent pas à appliquer leurs méthodes manipulatoires aux élèves et à leurs enseignants. Or, l'école n'est pas là pour flatter, mais pour transmettre des connaissances, une culture commune. Dans ce livre, on nous parle également un petit peu plus loin de l'écriture inclusive et des problèmes qu'elle pose. Alors, toute personne qui lit un petit peu, et si vous êtes sur cette chaîne, eh bien je gage que vous lisez régulièrement des livres, imaginez-vous, perso moi ça m'est arrivé, je l'ai essayé avec un livre, c'est horrible, mais imaginez lire en écriture inclusive. C'est horrible à lire, c'est dégoûtant à l'écriture, on comprend rien, et puis si en plus on doit le lire à l'oral, on ne sait même pas comment le prononcer. Donc vraiment l'écriture inclusive est vraiment quelque chose de, comment dire, de problématique pour les personnes qui ont déjà, pour les élèves, pour les enfants qui ont déjà des difficultés avec la conjugaison, la grammaire et l'orthographe. On va leur rajouter en fait de la difficulté dans la langue. Il y a une difficulté qui en plus est idéologique et qui n'a absolument aucun sens quand on connaît l'histoire de la langue française en l'occurrence. L'écriture inclusive est une pratique idéologique. Si le masculin l'emporte dans les accords en français, ce n'est évidemment pas la conséquence d'une domination des hommes sur les femmes. Domination dont je ne nie pas qu'elle ait pu exister. Mais celle de la disparition du genre neutre latin, généralement remplacé par le masculin en français, puisque notre langue, contrairement à d'autres comme le russe ou l'allemand, n'a plus que deux genres, le masculin et le féminin. Le mot templum, que tous les latinistes connaissent bien puisqu'il sert de modèle à la déclinaison neutre, est devenu le temple. Aller contre cette histoire est une volonté idéologique. C'est supposer une langue originelle pure que la gente masculine aurait sciemment pervertie pour en faire un instrument de pouvoir. Ou c'est sous-entendre que la langue est le produit du travail des linguistes, alors qu'elle est le produit de siècles d'histoire. Aucune langue n'est fondée sur une correspondance sexuelle stricte. Quand le juge appelle une victime ou un témoin à la barre, je ne sais pas encore s'il s'agira d'homme ou de femme. Un tyran peut être une brune ravissante. L'idéologie n'a pas sa place à l'école. Celle-ci a pour vocation de donner aux élèves les connaissances et les outils nécessaires à l'exercice de leur liberté. Dans le livre, l'auteur nous fait une longue critique en fait de l'égalitarisme tel qu'il est pratiqué en France. C'est-à-dire que
Eh bien, pour ne discriminer personne, on va aligner l'enseignement, on va aligner les programmes, on va aligner les connaissances, en tout cas la transmission du peu de connaissances qu'il reste à l'école, sur les plus faibles en fait, sur les personnes qui sont en difficulté. Alors évidemment, l'auteur le rappelle, il ne s'agit pas de stigmatiser les gens qui sont en difficulté, il faut évidemment les aider, mais il ne s'agit pas non plus, au nom de l'égalitarisme, eh bien de brider les meilleurs élèves, de brider d'éventuels élèves brillants que vous avez dans votre classe, en ne leur distillant en fait que du savoir élémentaire, que du savoir vraiment médiocre, parce que vous estimez que le pire de votre classe n'est pas capable en fait d'accepter plus, de comprendre plus. En fait, il faudrait caler la classe sur les meilleurs, tout en aidant évidemment ceux qui sont en difficulté. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de nous expliquer l'auteur dans son livre. Il est demi-tenace. L'école de la République serait une garantie d'égalité et elle serait gratuite. Or, nous savons bien que sur les 20% de jeunes gens en situation d'illettrisme, pour utiliser le drôle de lexique novlanguesque de l'administration française, une majorité est issue des quartiers défavorisés. Rhétorique marxiste passée dans la langue courante, une fois de plus. Les petites gens sont donc moins bien servis par l'école. Où est l'égalité ? Quant à la gratuité, un élève de primaire coûte environ 7 000 € par an à l'État. Un élève de collège, 4 000 € de plus. La moitié des Français payent pour que les élèves bénéficient du lavage de cerveau de l'école de la République. Théorie du genre, écologisme, technophilie galopante sont financés par les impôts avec le résultat que l'on sait. Des jeunes gens incapables de comprendre un article de la presse quotidienne ou d'envoyer un curriculum vitae sans erreur d'orthographe. Comme le dit Chantal Delsol, une élite bien pensante a désigné le pauvre peuple pour vivre dans une cabane égalitaire. Ensuite, l'auteur dans le livre nous parle de la formation des enseignants qui est très idéologisée également. Je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, mais on nous explique qu'en fait maintenant l'enfant doit être au centre et que l'enfant est capable de développer des savoirs par lui-même. C'est-à-dire que par exemple en histoire, vous le posez devant des documents et il serait lui tout seul capable en fait de découvrir ce qu'il s'est passé, ce que veut dire ce document et ce qu'il s'est passé sur la période historique en fait que vous voulez étudier quand vous êtes professeur. On explique aussi aux professeurs dorénavant que quand vous voulez expliquer la division à des élèves, vous les faites travailler en groupe et finalement en groupe, eh bien ils vont trouver tout seuls, alors que c'est voilà des siècles en fait d'évolution humaine, des siècles de recherche en sciences. Eh bien des enfants là comme ça tout seuls en maternelle vont découvrir comment on fait une division, vont découvrir l'algorithme d'une division tout seuls. Évidemment ça ne fonctionne absolument pas concrètement dans les faits et personne ne s'inquiète de cela parce que c'est pourtant ces méthodes que l'éducation nationale française promeut. L'élève est avide de connaissances. Il ne peut exercer son sens critique et son intelligence que sur un contenu. Toute réflexion a besoin d'un sujet. Ce contenu nourrira sa mémoire à long terme et délestera par voie de conséquence sa mémoire de travail. Les récentes études sur l'intelligence artificielle ont permis de déterminer que la mémoire de travail ne peut prendre en charge qu'un nombre limité d'informations et d'opérations. Si l'élève doit en même temps suivre des consignes de présentation, lire un énoncé et reconstruire les tables de multiplication, il n'a aucune chance de s'en sortir. C'est pour cette raison qu'elles doivent être sues par cœur. Il en est de même avec les règles de grammaire, d'orthographe, la chronologie, etc. Imaginez que vous soyez obligé de consulter un manuel d'histoire chaque fois que vous tombez sur le nom d'un roi dans un article, ou en visitant un château. Vous seriez complètement découragé. Le fait d'avoir de nombreuses connaissances préalables sur Charlemagne ou Louis XIV vous libère pour comprendre d'autres choses. La mémoire à long terme, c'est aussi stocker des procédés. Les milliers de faits qu'on y a mémorisés s'organisent en schémas. Toute nouvelle connaissance vient s'agencer dans ce schéma. En résumé, plus on sait de choses, plus on est capable d'en apprendre. Et plus on étend sa mémoire à long terme, plus elle sera convocable pour repousser les limites de la mémoire de travail. La connaissance est un cadeau concret, une pierre apportée à l'édifice mental que chacun d'entre nous construit à sa façon. Non seulement l'école doit transmettre des connaissances, mais son but devrait être d'en transmettre suffisamment pour conduire les élèves à l'autodidactisme,
leur donner les moyens de poursuivre seuls les formations qui les intéressent et de se choisir les maîtres qu'ils admirent et de juger de la qualité des contenus qu'on leur propose. Il y a tout un tas d'autres sujets qui sont développés par l'auteur, mais il y en a un dernier que je vais développer avec vous. Pour le reste, vous irez regarder et lire le livre ou voir la vidéo d'interview de l'auteur que j'ai fait au préalable. En tout cas, je vous mettrai tous les liens en description, que vous souhaitiez regarder cette interview ou évidemment acheter le livre. Donc à la fin du livre, ou en tout cas presque à la fin du livre, l'auteur nous explique comment elle a trouvé le titre de son livre, La Grande Garderie. Et en fait, ça s'est passé pendant le confinement. En 2020 pendant le Covid. C'est-à-dire que, on l'a tous vécu ensemble pendant le Covid, on a tous été confinés et les enfants ont été confinés avec nous dans les maisons et ils ne pouvaient plus aller à l'école. Et donc on avait des professeurs qui leur envoyaient leurs cours, qui leur envoyaient, les exercices et les leçons de la journée pour occuper ces enfants. Et en fait, Madame Kamen-Herzig s'est rendu compte qu'en réalité, les parents ne sont pas intéressés en fait par ce qu'on fait faire à leurs enfants. Ce qui compte en fait, c'est tout simplement de les occuper. C'est-à-dire qu'il y avait des parents qui véritablement demandaient à la professeure d'occuper leurs enfants. Peu importe ce qu'ils faisaient, ils ne demandaient jamais, ils ne voulaient pas savoir ce que les enfants faisaient. Madame Kamen-Herzig le dit en plaisantant dans l'interview, elle aurait pu envoyer à ses élèves tous les jours une série de mandalas. C'était sans problème pour les parents. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est qu'on garde leurs enfants, qu'on les occupe pendant 6 heures, comme c'est le cas quand ils sont à l'école, pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations, que ce soit de travailler ou de faire d'autres choses. Et voilà peut-être où est le problème principal qui est soulevé par ce livre, c'est que les parents finalement ne s'intéressent pas à l'instruction de leurs enfants et à ce qu'ils apprennent et aux connaissances qu'ils acquièrent à l'école. Il faut que les citoyens réinvestissent quand même ce domaine-là et surveillent ce qu'on met dans la tête de leurs enfants parce que, on est en train de fabriquer les citoyens de demain et en fait, ça n'est pas une mince affaire, ça n'est pas rien. Et puis, entre parenthèses, ce sont nos et vos enfants. Donc c'est quand même un sujet important de savoir comment on instruit, éduque, influence vos enfants. Il y a de bonnes influences, il y a de bonnes manières d'éduquer les enfants ou d'instruire les enfants, mais il faut quand même avoir un esprit critique sur tout cela. Et pour avoir un esprit critique, il faut s'intéresser à tout cela. L'école n'est pas une grande garderie en réalité, ou plutôt elle ne devrait pas l'être, puisque c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc il faut que chacun réinvestisse ce sujet-là. Les élèves aiment l'histoire qu'on leur raconte. Ces guerres, ces trahisons, ces passions. Ils s'émeuvent, rient, imaginent et voyagent. Il faut voir les expressions se dessiner sur leur visage lorsqu'on évoque la Fronde. Il faut les observer si attentifs à la lecture de Kessel ou de Saint-Simon, avides de mots compliqués, de second degré et de métaphores. Ils aiment qu'on leur transmette ce patrimoine. C'est un acte de respect et d'amour. De quel droit les ministres successifs et leurs valets ont-ils appauvri les programmes au point d'en extirper toutes les beautés? Quel maoïsme les possède au point de refuser à leurs propres enfants la grande culture et la connaissance? Ah non, j'oubliais. Au fait de leurs propres méfaits, ils scolarisent leurs enfants, comme notre ministre actuel, dans des écoles privées où l'exigence est encore de mise. Donc comme piste de solution, il y en a plusieurs qui sont développées par l'auteur dans la fin du livre, mais ce qu'elle prône le plus, c'est une décentralisation et une libéralisation des écoles et le fait que, en fait, elle nous explique que la scolarité d'un enfant en primaire, ça coûte 7 000 € par an. Et en fait, elle souhaiterait qu'on donne, sous forme de chèque par exemple, qu'on donne cette somme aux ménages français et que les ménages français puissent choisir l'école où ils veulent mettre leurs enfants, que ce soit une école privée sous contrat ou hors contrat. Alors il ne s'agit pas de prôner des écoles où on fait absolument n'importe quoi, évidemment il faut respecter le cadre légal, il faut respecter les valeurs, les us et les coutumes du pays dans lequel on est, en l'occurrence la France, mais au niveau des méthodes pédagogiques, être un peu plus souple, un peu plus coulant, pour que les collèges, les écoles, les lycées soient placés en concurrence et que les meilleurs... C'est ça qu'il y a de bien quand on est placé en concurrence, c'est que finalement les meilleures méthodes pédagogiques vont payer, vont montrer en fait leur efficacité par les résultats qu'obtiendront les élèves qui auront suivi ces méthodes pédagogiques. Et c'est ainsi que, évidemment, la plupart des parents
orienteront plutôt leurs enfants vers des écoles qui proposent des méthodes pédagogiques qui fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes pédagogiques sont décidées d'une manière hyper centralisée par des ministres de l'éducation française qui descendent ça à toutes les écoles. Et selon les générations, selon les ministres, on passe d'un dogme à un autre, on passe d'une idéologie à une autre et en fait on n'a pas le choix, on est obligé d'appliquer cette idéologie. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette courte description de ce livre. Je le répète, c'est La Grande Garderie aux éditions Albin Michel de la professeure des écoles Lisa Kamen-Hirsig et c'est un livre qu'il faut impérativement lire si on s'intéresse à l'instruction, à ce qui se passe dans les écoles et à la manière dont on instruit et idéologise malheureusement nos enfants. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera probablement de livres. Portez-vous bien, salut!